Bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver pour ce 20e épisode de mes causeries au coin du web. Aujourd'hui, le thème de cette réflexion sera produire la démocratie, Burnham et Schumpeter. Alors, j'aimerais comparer aujourd'hui deux ouvrages. Un premier, déjà évoqué à l'occasion de mes épisodes précédents, donc Managerial Revolution, publié en 1941 par James Burnham, euh, publié quelques mois avant Pearl Harbor et le début de l'engagement américain dans la Seconde Guerre mondiale. Et un deuxième livre intitulé Capitalisme, socialisme et démocratie, publié en 1942 par Joseph Schumpeter. Alors quelques mots sur les auteurs pour commencer. Donc, à commencer par James Burnham, donc, qui naît aux États-Unis en 1905, qui va faire des études à Princeton, à Oxford. Il sera un élève de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, et il va se spécialiser en philosophie, plus précisément en philosophie politique. Il est également très connu pour son engagement trotskiste, son engagement militant dans le Parti travailliste américain dans les années 30. Euh, il a été professeur assistant à NYU à peu près au moment de sa démission, de son abjuration du marxisme, dans une lettre sur laquelle je dirai quelques mots. Et après la Seconde Guerre mondiale, Burnham, tout en continuant à publier des ouvrages, rentrera dans une logique de carrière beaucoup moins académique, qui sera très engagé dans la guerre culturelle américaine contre l'URSS. Il sera très engagé dans la lutte menée par la CIA dans le domaine culturel et il meurt en 1987, donc dans la décennie très néolibérale des années 80. Joseph Schumpeter est né en 1883. Alors c'est une année intéressante puisque c'est l'année de la mort de Karl Marx et c'est également l'année de la naissance de John Maynard Keynes. C'est un point de jonction intéressant. On y retrouve probablement parmi les plus grands économistes de tous les temps. Joseph Schumpeter est australien. Il va faire des études brillantes qui vont le mener à un doctorat sur le fond en économie, mais il va le soutenir dans le domaine du droit en 1906, tout simplement parce qu'il n'y a pas dans l'université autrichienne où il soutient son doctorat institutionnellement de doctorat de gestion. Il va avoir un itinéraire principalement académique dans sa première vie européenne, mais pas seulement. Il va être en Autriche, il va être notamment ministre des Finances. Il va aussi beaucoup voyager avant d'émigrer en 1932 aux États-Unis, où il va être professeur à Harvard. Et c'est également aux États-Unis qu'il va publier, donc en 1942, Capitalisme, socialisme et démocratie, le livre que j'évoquais tout à l'heure. Il va mourir quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et lui s'inscrit plutôt en économie politique. Alors, que peut-on dire d'abord sur les points communs entre ces deux hommes et leur pensée? D'abord, on peut trouver chez l'un comme chez l'autre une certaine critique du marxisme. Cette critique est même, par bien des aspects, le point de départ de leur pensée ou d'une partie de leur pensée. Chez James Burnham, on peut constater l'importance qu'a pu avoir l'abjuration, pour reprendre son propre terme, du marxisme, notamment dans une lettre de démission du Parti travailliste américain, assez connue. Donc c'est une lettre de mai 1940. Euh, il explique tout simplement que pour lui, le marxisme se trompe ou s'est trompé. Le marxisme ne parvient pas à décrire le véritable devenir de nos économies. Et donc, voilà, les deux ouvrages qu'il va publier au début des années 40, en particulier Managerial Revolution, mais également donc un petit peu plus tard The Machiavellian, vont essayer de proposer une vision de nos sociétés, de nos économies, pour lui plus réaliste. Et de la même façon, dans Capitalisme, socialisme et démocratie,
en particulier dans les premiers chapitres, on va trouver chez Joseph Schumpeter une critique de Karl Marx l'économiste, le sociologue, le prophète, pour reprendre ses propres termes. Et donc, par bien des aspects, la théorie d'économie politique de l'innovation et de l'entrepreneur que va développer Joseph Schumpeter est une théorie qui s'inscrit dans les limites, dans les vides, dans les incomplétudes du marxisme. Il y a peut-être en revanche un peu plus de points de continuité avec le marxisme chez Schumpeter qu'il peut y en avoir chez James Burnham. Tous les deux vont être assez critiques sur la vision historique, la vision dialectique, la dialectique matérielle qui peut exister dans le marxisme, notamment cette vision extrêmement binaire, avec d'un côté les bourgeois propriétaires du capital, d'un autre côté les prolétaires possesseurs uniquement de leur force de travail. Cette loi de la baisse tendancielle du taux de profit, qui de façon assez inéluctable devrait nous faire arriver à la fin du système capitaliste. Voilà, sur le mécanisme au cœur de nos sociétés et du capitalisme, les deux sont très critiques sur la vision dialectique, en tout cas telle qu'elle est proposée par Marx et reprise par un certain nombre de marxistes contemporains de leurs propres travaux. Euh, Tous les deux sont critiques d'une vision en termes d'équilibre, de continuité du marxisme. Chez Schumpeter, on va trouver une certaine critique de la vision de Walras en termes d'équilibre général, voilà, d'une capacité qui existerait uniquement par les prix à équilibrer offre et demande, et par cet équilibre d'offre et demande, de parvenir aussi à un certain nombre d'équilibres sur des construits sociaux et économiques. Voilà, la théorie alternative proposée par Schumpeter est très différente de ça, et la théorie plus de philosophie politique qui est proposée par James Burnham s'inscrit également plutôt dans un déséquilibre en faveur des élites, en fonction des régulations qui sont exercées par les managers et qui peuvent s'exercer selon lui durablement par les managers. Voilà, chez James Burnham, il y a aussi une critique assez forte de toute idée d'équilibre ou d'équilibration, en tout cas telle qu'on la trouve dans un certain nombre de travaux d'économie ou de philosophie. Et tous les deux, finalement, partagent le même pessimisme sur les modalités de survie de long terme de nos sociétés. Voilà, ils ne croient pas dans le grand soir, ils ne croient pas non plus dans une évolution continue du capitalisme tel qu'il est pensé par les néoclassiques. Tous les deux sont assez convaincus de sociétés de plus en plus étatisées, autour de bureaucratie, autour de règles, totalement managérialisées, en particulier pour James Burnham. On va également trouver un certain nombre de divergences entre ces deux penseurs. Tous les deux ne mettent pas la même figure, le même personnage et les mêmes pratiques au cœur de leur théorie. Chez James Burnham, les managers comme classe sociale, comme élite sociale, contrôlant le système de production, contrôlant les techniques pour contrôler le système de production, voilà, sont extrêmement importants. À l'inverse, chez Joseph Schumpeter, l'entrepreneur, comme figure plus indéterminée, il y a plusieurs types d'acteurs qui peuvent emprunter à cette pratique, à cette figure de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat. Voilà, chez Schumpeter, l'entrepreneur est central dans le processus d'innovation qui discontinue en permanence le capitalisme, et précisément ces crises, ces discontinuités créent les modalités, paradoxalement, de la survie même du capitalisme. La crise n'est pas le problème, la crise est la solution, puisqu'au cœur de la crise se trouve l'innovation. Donc on a une figure plutôt de stabilité ou de stabilisation chez l'un, une figure plutôt de discontinuité et de régénération chez l'autre. On a des inscriptions disciplinaires assez différentes, subtilement différentes, puisque ça introduit
des auteurs et des référentiels, je pense, assez différents. L'un reste fondamentalement inscrit dans le domaine et le champ de la philosophie politique, c'est le cas de James Burnham. L'autre s'inscrit profondément dans le domaine, le champ de l'économie politique, même si on peut trouver explicitement ou implicitement la trace d'un certain nombre d'influences philosophiques dans la pensée de Joseph Schumpeter. J'évoquais notamment le cas de Nietzsche. Tous les deux ne sont pas pris de la même façon dans l'événement américain, ce que j'ai appelé dans mon livre Apocalypse managérial l'événement américain, c'est-à-dire cet ensemble d'actes et d'événements fondateurs de la nation américaine, ensemble d'événements et d'actes qui placent le nouveau au cœur du devenir euh, continu de la nation américaine. La nation américaine, par l'événement américain, est l'éternel horizon, l'éternelle nation du nouveau. Alors, on va trouver cet événement américain, je pense, beaucoup plus profondément dans l'œuvre de Joseph Schumpeter. Il y a quelque chose de profondément américain, il y a une libéralité profondément américaine dans sa vision de l'entrepreneur, dans sa vision de l'innovation. Paradoxalement, chez James Burnham, donc américain, avec une enfance américaine, beaucoup d'aspects de culture américaine, on trouve une présence dans sa pensée beaucoup plus faible de l'événement américain, ou alors c'est plus en creux ou en contrebalancement, considérant cette tendance capitalistique au cœur de la société américaine, on peut peut-être considérer que James Burnham valorise, voire survalorise une espèce de contrepoids à cette détonation, explosion permanente de l'événement américain. Il y a peut-être, par contrepoids, une américanité aussi chez James Burnham. Fondamentalement, ce qui les sépare, je pense, ce sont des questions liées à la démocratie, au mode possible de sa continuation et de sa régénération. Alors d'un côté, on voit dans les écrits de James Burnham, Managerial Revolution et The Machiavellian, une démocratie centrée sur les experts managers. Pour James Burnham, les États-Unis, comme d'autres pays, ont placé au centre de leur processus démocratique et de plus en plus au cœur de leur pouvoir exécutif, euh, quelque part se développant, se musclant de plus en plus par rapport au pouvoir législatif, de plus en plus, on trouve au cœur de ce pouvoir exécutif les managers, une technostructure, des figures d'experts, des techniques de management, de contrôle, de planification. Et quelque part, l'exercice démocratique devient tronqué. Et le principal espoir, ouais, il y en a trois, mais il insiste principalement sur un espoir démocratique pour James Burnham, c'est ce que Ricardo appelait la circulation des élites. Il faut notamment, en faisant venir des personnes des campagnes, des zones rurales, le plus possible régénérer les élites. Mais pour lui, elles sont hypertrophiées, inévitables, notamment en lien avec des systèmes socio-économiques qui supposent de plus en plus une expertise technique et un effet des techniques elles-mêmes, voilà, qui, à la fin, fait que nos démocraties sont des démocraties d'experts managers. Au passage, voilà, on peut constater que c'est sous Franklin Delano Roosevelt que la technostructure de Washington va effectivement passer de quelques dizaines de personnes à plus de 200 000. C'est aussi sur la période de ce livre qu'a lieu la mobilisation industrielle, qui, elle, va nécessiter entre 200 et 300 000 euh, officiers d'encadrement et managers au sein de l'appareil euh, militaire américain. Voilà, il y a effectivement quelque chose d'assez cohérent dans son propos, avec un devenir de court terme et certainement, ensuite, sur d'autres modalités, un devenir de long terme. Les choses sont assez différentes dans la vision de la démocratie de Schumpeter, puisque pour lui, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est comment se forge un certain nombre de décisions de vote et comment se façonne la vie démocratique elle-même. Schumpeter est assez pessimiste
Il estime que l'essentiel des citoyens sont finalement assez détachés parce qu'ils voient assez peu de liens entre leurs décisions individuelles, en particulier de vote, et les politiques publiques. Il estime qu'ils ont peu d'effet, d'où un certain détachement individuel de la plupart des gens. Ce qui a un effet pour lui terrible, c'est que, à partir de là, ce qui va façonner la démocratie, c'est la capacité de petits groupes d'individus à constituer des groupes d'influence pour ensuite influencer ce qui va se passer au niveau du législatif, les votes, le devenir. Il y a aussi un implicite quand même un peu différent, même radicalement différent en termes de fonctionnement démocratique chez Schumpeter, qui va peut-être un peu plus valoriser le législatif, alors que, pour un certain nombre de raisons, James Burnham va, et peut-être de façon assez clairvoyante, va peut-être un peu surpondérer l'importance dans l'exercice démocratique de l'exécutif. En tout cas, pour lui, voilà, la démocratie est surtout l'objet de groupes d'influence qu'on va retrouver par sur des groupes d'individus, des groupes d'entreprises, voilà, un certain nombre de groupes d'entreprises, notamment de monopoles ou de quasi-monopoles, qui vont se retrouver comme groupes d'influence. Et donc, tout est tronqué. Ces espèces d'élites intermédiaires contrôlent la démocratie. Idem au niveau de la tête de l'État, et lui aussi, mais selon des processus différents, attache une certaine importance à la circulation des élites. Mais avec cette focale sur la question démocratique, voilà, je peux à nouveau insister sur l'importance du politique chez ces deux penseurs qui, par une entrée philosophique pour l'un, par une entrée plus économique pour l'autre, convergent vers le même intérêt, la même question de l'exercice démocratique, de sa préservation, de son amélioration. Ils ont quelque part le même souci ultime, avec un point de départ similaire, une envie similaire, quelques préoccupations similaires, mais quand même des chemins ensuite assez différents. Alors, on va trouver une même volonté de penser les processus politiques, les processus de transformation les plus politiques de nos sociétés, euh, mais là aussi avec une certaine différence. Dans ses lettres avec Trotsky, comme dans Managerial Revolution, de façon assez étrange finalement, Burnham s'intéresse plus à la classe des managers, à leur mécanisme de domination, qu'aux processus managériaux au cœur de ce nouveau capitalisme managérial qu'il essaye d'esquisser. C'est encore plus visible dans les lettres. Il y a des questions qui sont assez somptueuses, assez merveilleuses. Voilà, en creux, par ces questions, par les vides qu'il crée dans ces lettres, Burnham ouvre des espaces très intéressants pour penser l'organisant et l'organiser au cœur du capitalisme managérial. On va trouver un processus beaucoup plus explicitement décrit chez Schumpeter, mais un processus économisé, euh, voyant bien la systématisation à l'œuvre dans ce processus, mais pas encore ce qui va être très important, ce que j'ai essayé de pointer dans le livre Apocalypse managérial, c'est-à-dire les effets de ce qu'il ne détecte pas encore. Il va mourir avant de pouvoir en mesurer complètement l'importance, les effets de la connectivité et de cet espace représentationnel global, de plus en plus digitalisé au cœur de la destruction créatrice, avec notamment un effet, c'est que ce qui est détruit, poussé de côté par les dynamiques de création est quelque part beaucoup plus conservé que lui n'avait pu l'imaginer. Voilà, subsiste aujourd'hui sur l'infrastructure du web beaucoup de vieilles technologies qui sont toujours là. Quelque part, même les nouvelles technologies sont posées dessus, sont adossées dessus. Alors, pour affiner un petit peu ma réflexion, j'aimerais très simplement pointer deux extraits, qui sont deux cailloux que je sème derrière moi pour mes auditrices et mes auditeurs. Le premier est un extrait de Capitalisme, Socialisme et Démocratie. Alors j'insiste sur une chose, extrait tiré de la traduction en français de l'ouvrage publié chez Payot, je suis sur l'édition de 1983. Donc l'extrait que je reprends dans cette édition est page 181. Et on est dans le chapitre 12, moi, le plus passionnant de cet ouvrage de Schumpeter, chapitre sur lequel il revient notamment sur la fonction d'entrepreneur.
Et Schumpeter nous dit la chose suivante: cette fonction donc de l'entrepreneur ne consiste pas essentiellement à inventer un objet ou à créer des conditions exploitées par l'entreprise, mais bien à aboutir à des réalisations. Voilà, on est dans quelque chose qui est au cœur du réel. Or, cette fonction sociale est, dès à présent, en voie de perdre son importance et elle est destinée à en perdre de plus en plus et à une vitesse accélérée dans l'avenir. Il y a un geste très prophétique ici de la part de Schumpeter. Ceci, même si le régime économique lui-même, dont l'initiative des entrepreneurs a été le moteur initial, continuait à fonctionner sans perturbation. Là, ça devient très important. En effet, d'une part, il est beaucoup plus facile désormais, que cela ne l'était dans le passé, d'accomplir des tâches étrangères à la routine familière, car l'innovation elle-même est en voie d'être ramenée à une routine. Il y a un processus de plus en plus continu qui s'active pour créer le discontinu. Le progrès technique devient toujours davantage l'affaire d'équipes de spécialistes entraînés qui travaillent sur commande et dont les méthodes leur permettent de prévoir les résultats pratiques de leurs recherches. Au romantisme des aventures commerciales d'antan succède rapidement le prosaïsme, en notre temps, où il est devenu possible de soumettre à un calcul strict tant de choses qui naguère devaient être entrevues dans un éclair d'intuition géniale. Ce que ne pouvait pas pressentir euh, Joseph Schumpeter, c'est à quel point ce processus calculatoire va devenir continu, va devenir aussi narratif, indissociable des infrastructures digitales elles-mêmes, et ces processus au cœur des infrastructures constituent le processus innovant que lui-même associait de plus en plus à des structures de R&D professionnalisées qui allaient créer par leur effort, leur programme, leur stratégie une certaine continuité. Quelque part, le digital et la sémiose digitale ont créé un élan beaucoup plus continu. On est sur la fin de la séparation invention, innovation, appropriation. C'est inhérente, j'en suis convaincu, au management digital, reconfiguré par la guerre et de plus en plus installé dans les années post-guerre. Il n'y a plus d'îlots d'innovation rebondissant les uns contre les autres, se détruisant dans le mouvement de leur création. Tout est apocalypse managériale. Et pour sommer également un autre caillou, j'aimerais citer un extrait plus court de La Société du spectacle, donc publié en 1967 par Guy Debord, euh, et qui qualifie bien, je trouve, euh, le processus innovant, narrativo-matériel, qui est au cœur de l'apocalypse managérial, même si évidemment en 1967, euh, on est bien avant le web, bien avant un certain nombre de connectivités que Guy Debord ne pouvait pas soupçonner et qui créent une société encore plus globale et spectaculaire que celle qu'il avait imaginée. Alors je le cite: le caractère prestigieux de ce produit quelconque ne vient que d'avoir été placé un moment au centre de la vie sociale, comme le mystère révélé. Il y a un caractère de révélation permanente à l'œuvre au sein de notre capitalisme managérial de la finalité de la production. L'objet qui était prestigieux dans le spectacle devient vulgaire à l'instant où il entre chez ce consommateur, en même temps que tous les autres. Alors, en conclusion, j'aimerais pointer ce qui me semble être un certain nombre de vides dans les deux pensées, en tout cas un certain nombre de vides si on regarde les choses du point de vue d'une certaine théorie des organisations. Il y a ni chez l'un ni chez l'autre réellement de place pour l'affect et le désir, tel que je l'ai évoqué à partir des travaux de Deleuze dans d'autres épisodes. Pas de place pour le geste prophétique et révélateur du capitalisme. La religiosité et le geste prophétique dont parle Schumpeter lui-même s'applique plus à Marx qu'à sa propre théorie, qu'à un contenu de sa propre théorie. Il n'y a pas de place pour une dynamique post-humaine du management comme de l'innovation. On reste sur des figures du manager comme personne humaine avec une subjectivité préconstituée. Idem pour l'entrepreneur. Euh, pour revenir sur la question du nouveau, de l'événement américain dans toute leur libéralité, euh, on est sur des pensées certainement dans le sillon de ces questions du nouveau et de l'événement américain,
continue ou discontinue pour l'un et pour l'autre. En revanche, on n'est pas sur des théories qui inscrivent leur réflexion sur les processus historiques, en lien avec l'américanité, d'un certain nombre de construits qui sont manipulés tant par l'un que par l'autre. Management pour l'un, entrepreneur et innovation et nouveauté pour l'autre. Alors, comment développer une théorie de l'organisant et de l'organisant allant davantage vers la description de processus managériaux apocalyptiques, connectés, représentant le monde, consommant ses ressources? C'est à cette question que je me suis attelé avec mon ouvrage, que je continue à m'atteler avec un certain nombre d'écrits. Comment le faire sans oublier la question du désir et, très important, des dynamiques narrativo-matérielles. Ça, c'est extrêmement important, à l'œuvre dans le code, à l'œuvre dans les contenus, qui sont au cœur de notre capitalisme managérial. Si vous souhaitez approfondir mon propos, voilà un certain nombre de références que je vous, conseille. Bien sûr, les ouvrages de Burnham et Schumpeter, également l'ouvrage de Guy Debord et 3 écrits, personnels dans lesquels vous retrouverez un certain nombre des réflexions présentées aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre